Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Début décembre, les sénateurs ont auditionné plusieurs organisations étudiantes sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, le fameux plan étudiant par lequel le gouvernement entend transformer l'accès à l'enseignement supérieur et mettre fin au tirage au sort. Objectif, réduire le taux d'échec en première année à la fac d'environ 60% aujourd'hui, en mettant l'accent sur l'orientation dès le lycée et en obligeant certains candidats à suivre un accompagnement pédagogique spécialisé si cela est jugé nécessaire par leur établissement. Le texte a beau éviter les termes très polémiques de sélection, prérequis ou même encore attendu, de nombreux syndicats lycéens dénoncent une sélection déguisée et de très nombreuses organisations étudiantes restent inquiètes. Retour donc tout de suite à leur audition. Quel bilan avez-vous tiré de l'application de la loi sur la sélection en master et en particulier de ce qu'on appelle l'application du droit à la poursuite d'études? Et ne craignez-vous pas que ce dispositif qui confie de nouveaux recteurs le soin de proposer une formation aux candidats qui n'auraient eu aucune proposition d'admission via Parcoursup n'aboutisse également ou peut-être à une nouvelle usine à gaz? Oui. Merci, c'est une excellente question. Effectivement, on a eu de cesse de sortir l'argument d'ailleurs de la réforme master dans cette réforme, parce que force est de constater que l'application de la réforme est très compliquée. On a signé et on a salué et on a soutenu la réforme du master, qui est une bonne réforme, mais son application laisse à désirer. Pourquoi? Parce que les acteurs ne jouent pas le jeu. Et en particulier les établissements. Les rectorats jouent le jeu, mais les établissements jouent la montre lorsqu'il s'agit de faire effectivement les 3 vœux aux différents candidats qui demandent leur droit à la poursuite d'études, de telle manière à ce que nous, on recense un certain nombre de cas de défense à la FAGE qui nous contactent pour nous dire déjà soit qu'ils n'avaient pas eu connaissance du droit à la poursuite d'études, donc très mauvaise communication du dispositif qui favorise un non-recours au droit, et d'autre part le fait que oui, les établissements, et je pense que pour un certain nombre d'entre eux, c'est délibéré, parce que beaucoup de chefs d'État, beaucoup de présidents d'université étaient favorables à déplacer la sélection à l'entrée du master, mais étaient défavorables à ce droit à la poursuite d'études, et donc s'aborde volontairement ce droit. Et la grosse différence entre cet écueil majeur de la réforme du master et qui est un sujet et qu'il faut qu'on traite assez rapidement, c'est que dans la réforme de l'accès de l'orientation et de la réussite étudiante, le recteur a le dernier mot sur l'inscription de l'étudiant. Et c'est effectivement, je pense, le changement majeur. C'est un truc qu'on n'a pas anticipé dans la réforme master. C'est que le recteur, il n'a pas le droit d'imposer une inscription en master. Par contre, il a le droit et il a l'autorité pour imposer, quand même le président de l'université ou le responsable d'une formation ne le souhaiterait pas, d'imposer une inscription dans une formation à l'université, de modifier les capacités d'accueil. Enfin voilà, il a le pouvoir. Et donc, et c'est intéressant parce qu'on est favorable à l'autonomie des universités, mais autonomie, c'est pas indépendance. Et le fait que le recteur agisse ici en tant que garde-fou pour faire en sorte que les établissements assument leurs responsabilités sociales et sociétales, assument la nécessité d'élever le niveau de qualification global des nouvelles générations, et donc de ne pas empêcher la jeunesse d'accéder à l'université, c'est un élément essentiel. Et donc pour moi, la sécurité là-dessus, c'est vraiment que le recteur ait ce pouvoir-là. Alors effectivement, nous aussi on était favorables à la question de la réforme master et à la mise en place du droit à la poursuite d'études, mais pour expliquer un peu la différence de perception entre le master et la licence, c'est qu'à la fois en master, on a quand même des jeunes qui ont pu avoir la possibilité de poursuivre leurs études, de commencer à définir un peu plus précisément leur parcours d'études, leur parcours professionnel en tant que tel, et donc d'avoir une prise en compte un peu plus précise de la situation des jeunes, mais également un élément un peu bête et méchant, c'est que effectivement, si, à la différence de la licence et du master, le rectorat a la possibilité d'imposer les dossiers, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que proportionnellement, il y a beaucoup moins de place. C'est-à-dire qu'effectivement, un recteur a la possibilité d'imposer un dossier à un établissement universitaire, mais qu'aujourd'hui, au vu des capacités d'accueil en licence, en fait, un recteur, de facto, pourra imposer autant de dossiers qu'il veut. Malheureusement, il n'y aura pas la place nécessaire pour pouvoir accueillir les jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui
aujourd'hui, le nombre de jeunes toujours sans affectation, effectivement, on le voit, alors que le recteur a déjà la possibilité d'imposer, en théorie, l'entrée des jeunes dans des établissements universitaires, quand les capacités d'accueil sont dépassées, en droit, en PACES ou ainsi de suite, effectivement, c'est une situation qui est plus que compliquée. Surtout qu'il ne faut pas oublier un élément, c'est que si pour notamment sécuriser la mise en place du droit à la poursuite d'études, on avait laissé la possibilité au recteur de faire 3 propositions, donc d'offrir à un jeune le fait de pouvoir tout simplement avoir un certain nombre de choix, cette fois-ci, cette réforme pose une seule proposition qui serait à charge du recteur, et donc effectivement, des jeunes qui ont moins de temps pour pouvoir savoir ce qu'ils veulent faire, parce qu'aujourd'hui, on le sait, entre le lycée et l'université, du fait des défauts de l'orientation, on ne sait pas toujours effectivement quels sont les contours précis d'une filière, mais également tout simplement un risque que aujourd'hui, de fait, notamment dû à la proportion, dû à l'augmentation du nombre de jeunes qui sont amenés à rejoindre la première année, bête et méchant, même si les recteurs pouvaient inscrire l'ensemble des établissements dans la filière de leur choix, il n'y aurait tout simplement pas la place. Surtout, juste pour rebondir sur un petit élément qui avait été posé, c'est qu'effectivement, si le ministère annonce 130 000 places encore disponibles, il ne faut pas oublier un élément, c'est qu'en fonction de la région académique, en fonction tout simplement des filières, il n'y a pas du tout la même place. Et donc, par exemple, dire à un étudiant de Marseille que la seule place disponible, elle est dans le Poitou-Charentes, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'étudiants qui auront la possibilité de pouvoir faire ça. En l'occurrence, pour ça, il y a l'aide à la mobilité qui a été créée exactement dans la visée de répondre à ce genre de problématiques. Pour revenir sur la question du master et de l'accès à l'enseignement supérieur, c'est incomparable. On a un sujet déjà de la licence au master. Nous, on ne veut absolument pas qu'on rentre dans un espèce de process ou de plateforme ou je ne sais quoi. Des étudiants en licence, ils ont construit leur parcours, ils sont autonomes, ils candidatent dans des masters. En revanche, comme il y a la place pour les accueillir en master et qu'ils ont validé leur diplôme, ils ont un droit à la poursuite d'études si jamais ils sont refusés dans l'ensemble des masters. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. On en devient fou de cette situation de la mise en œuvre du master. Le nombre d'étudiants qui n'ont eu aucune réponse des rectorats, c'est un scandale. Le système a conduit à du silence de la part des établissements ou des rectorats. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui ont complété leur dossier comme il fallait, contacté les rectorats, rempli leur dossier et qui, en fait, en décembre, n'ont toujours pas de réponse de l'État sur quelque chose qui a été inscrit dans la loi. Ces étudiants-là, ces jeunes, ne vont probablement plus jamais voter à aucune élection de leur vie suite à ça. Non, mais c'est vraiment grave. C'est pire que le tirage au sort. C'est vraiment scandaleux. Alors il y a des raisons qui l'expliquent. C'est une mise en œuvre d'une réforme qui a été faite par un autre gouvernement avec pas assez de moyens. On l'avait tout de suite dit pour que les rectorats fassent correctement cet accompagnement, moyens législatifs comme des moyens humains. Mais donc merci d'avoir posé cette question. Il va falloir effectivement faire quelque chose pour la mise en œuvre de cette réforme master. C'est incomparable avec les 800 000 jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur aujourd'hui, mais par contre il y a la question effectivement des moyens humains qui seront mis à disposition pour les commissions, pour déterminer l'accompagnement personnalisé. Il va falloir travailler pour que ce soit le plus optimal possible et qu'on arrive à gérer cette masse. Et peut-être qu'il faudra pas se précipiter sur cette réforme et prendre le temps de faire les choses, quitte à revenir sur quelques urgences. Peut-être qu'au final, vouloir tout transformer pour 2018, c'était une erreur de vouloir chambouler l'accès à l'enseignement supérieur de 800 000 jeunes et l'orientation et la mise en œuvre du premier cycle aussi vite. Alors, on reste quand même devant une problématique à résoudre, malgré tout. Le tirage au sort n'est pas satisfaisant, on le sait tous, donc on est là pour réfléchir. Allez-y. Je vous remercie d'avoir posé la question, puisque même si certains refusent une sélection à l'entrée de la L1, on le voit bien, il y a une sélection qui se fait à l'entrée du M1 et une sélection qui se fera à la sortie du Master 2 sur le marché du travail, le marché de l'emploi. Donc la sélection existe, qu'on le veuille ou non, à l'université, elle existe au M1 et à la sortie de l'université. Ce plan Master qui visait à mettre la sélection, à réformer l'entrée en Master, a été proposé l'année dernière et nous avions déjà signalé lors de l'audition par le sénateur Jean-Léonce Dupont sur sa proposition de loi à l'époque que ce projet de loi portait en lui déjà l'échec, que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, on avait déjà signalé que ces problèmes allaient être mis en place et allaient se manifester, et on nous avait dit qu'à l'époque non, que les moyens seraient mis en place, etc., qu'il n'y aurait pas de problème. Donc aujourd'hui on le voit,
les problèmes que nous avions prévus sont arrivés, des étudiants non inscrits, des universités qui commencent à créer des masters pour peut-être inscrire des étudiants qui n'auraient pas voulu dans notre master, une atteinte à l'autonomie des universités avec les recteurs qui commencent à rentrer de plus en plus dans les universités pour dire vous devez faire ci, vous devez faire là, vous devez augmenter vos capacités d'accueil, vous devez les baisser. Et on le voit sur le plan étudiant, c'est exactement pareil. Le recteur est en train de reprendre la main sur les universités, donc c'est une forte atteinte à l'autonomie des universités qui ne va pas améliorer la situation, puisqu'au final, c'est l'État qui va donner ordre aux universités d'augmenter ou de baisser leur capacité d'accueil en fonction, sans prendre en compte derrière donc les réelles capacités d'accueil dans les locaux, les réelles capacités d'accueil devant des professeurs, et surtout, sans prendre en compte l'insertion professionnelle des étudiants à la sortie du master. Si des capacités d'accueil en master ont été mises, c'est parce que les professeurs, les enseignants savent mieux que personne d'autre, les taux d'insertion professionnelle à la sortie, s'il y a des places assez réduites, notamment si on prend en droit dans les masters notariat, si les places sont assez réduites, c'est parce que derrière, il y a une insertion professionnelle assez réduite aussi. Donc demain, augmenter les capacités d'accueil dans ce genre de filière, dans ce genre de master, c'est tout simplement diplômer des gens qui iront directement à Pôle emploi sans trouver d'emploi. Donc il faut aussi garder à l'esprit que s'il y a des capacités d'accueil en master, c'est parce qu'il y a l'insertion professionnelle qui doit se faire à la sortie de ces masters. Merci. Une autre question? Oui, ma deuxième question tombe dans la mesure où vous avez répondu en partie sur l'étudiant qui aura le dernier mot, en vous rappelant quand même que dans l'article 1, rien n'est moins sûr, parce qu'il semble que si la proposition du recteur ne convient pas à l'étudiant, ce dernier, à mon avis, n'est pas assuré d'avoir une inscription. On pourrait rebondir dessus, mais dans l'article, en tout cas, lorsque vous lirez le texte de l'article 1, ça apparaît. Une question sur le calendrier de Parcoursup. Est-ce que ça vous semble réaliste? Bon, certains ont répondu, mais tout le monde n'a pas répondu vis-à-vis de cela. Et quelle garantie avez-vous eu, en tout cas, vous, les étudiants, que tous les étudiants, que vos collègues pourront être inscrits avant le début de l'année universitaire? Alors répondent ceux qui n'ont pas répondu, si j'ai bien compris, Voilà. monsieur le rapporteur. Oui. Sur votre première pseudo-question sur le sujet de la commission présidée par le recteur, si jamais effectivement elle affecte... cette commission, déjà, elle se réunit pour l'étudiant s'il n'est pas choisi dans une formation de son choix, et de surcroît dans une formation sélective, du coup. Voilà, effectivement, sur le dernier mot, pardon. S'il ne choisit que des formations sélectives ou en tension, il sera effectivement dans cette commission et le recteur lui proposera une formation en adéquation avec ses aspirations et effectivement il peut le refuser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il leur fait une deuxième proposition? Il y a un sujet effectivement, mais je pense que c'est un cas particulier mais qu'il ne faut pas négliger pour autant. Sur la question du calendrier, compte tenu du fait que la réforme va prendre application normalement dès la rentrée 2018, du coup, et la nécessité d'avancer vite et bien sur tous ces éléments, le calendrier nous semble raisonnable. Il nous manque encore quelques détails à notre connaissance, corrigez-moi si je me trompe, notamment sur dans la plateforme, sur les délais d'acceptation ou de refus, de validation des choix pour l'étudiant. Admettons qu'un étudiant mette 5 choix, 5 formations universitaires, pourquoi pas, qu'il reçoit 3 réponses positives et 2 réponses en attente, sur liste d'attente. Combien de temps a-t-il pour valider son inscription dans un des trois oui qu'il a reçu? C'est une semaine. Le délai d'une semaine nous semble raisonnable, effectivement. Moins, ça me semble compliqué, parce que après le sujet, c'est surtout comment on informe l'étudiant qui doit formuler une réponse. C'est surtout ça, par quel biais. Et plus, ça peut poser souci dans l'algorithme. Très rapidement, parce que j'ai déjà plus ou moins répondu sur la question du dernier mot. Effectivement, nous on pense que dernier mot, si la seule possibilité c'est de dire non aux positions qui nous sont faites, c'est pas exactement un dernier mot. Mais sur la question du planning en tant que tel, nous on a l'impression qu'il est tout simplement intenable. On demande à des lycées d'anticiper une réforme qui pour l'instant est encore débattue et est amenée à évoluer. On demande à des établissements universitaires d'anticiper une réforme qui pour le coup, il n'est toujours pas voté, mais surtout, même en termes personnels, comment un établissement universitaire, aujourd'hui, il peut définir combien il va embaucher de professeurs en urgence pour étudier tous les dossiers qui vont lui être proposés, et surtout, juste pour refaire, donc, on va avoir les lycéens qui vont émettre leurs vœux, des établissements qui vont avoir très peu de temps, et
bonne chance à eux pour pouvoir commencer à trier tous les dossiers et pour pouvoir les mettre en ordre. Une seconde vague où ils vont avoir encore très peu de temps pour pouvoir réétudier les dossiers et vérifier de ne pas s'être trompés et ainsi de suite. Et donc quand même des étudiants qui, à mon avis, vont se retrouver sans réponse des établissements alors qu'il y aura de la place à la rentrée universitaire de l'année prochaine et surtout un délai pour le recteur qui va être quand même particulièrement compliqué quand il va devoir commencer à étudier chacun des milliers de dossiers qui seront laissés sur le côté et surtout il va commencer à devoir discuter avec les établissements universitaires, sachant que notamment c'était ça la problématique sur le droit à la poursuite d'études, c'est qu'effectivement quand les établissements universitaires ils sont en vacances, effectivement discuter avec eux c'est un peu compliqué. Donc là la grande crainte c'est qu'on va avoir des étudiants qu'on va devoir continuer à inscrire jusqu'au mois de décembre et donc qui se retrouveront sans rien à moins de devoir trouver un établissement privé. Je vous ai déjà dit ce qu'on pensait du dernier mot bachelier. Ça rejoint un peu la position précédente. Pardon. Oui, bien sûr. Juste un sujet quand même sur le dernier mot qu'on n'avait pas précisé. Si on considère qu'il reste des cas particuliers à traiter, projetons-nous juste dans la situation, au vu des places disponibles et du contexte, qu'il y a eu 80 000 cas particuliers à traiter à partir de fin juillet. Donc pour nous, c'est plus une question de cas particulier, mais il y a une vraie problématique liée à ces capacités d'accueil. Ensuite, sur le calendrier et le Parcoursup, ils semblent plus raisonnables, une volonté d'agir plus en amont. Maintenant, du coup, je ne vais pas traduire ça en question de moyens humains qu'il faudra pour accompagner. Ça, pour nous, c'est une autre question. En revanche, peut-être qu'une proposition, nous, on voit un Parcoursup comme quelque chose de plus développé, à plus long terme, qui viendra accompagner plus tôt encore le jeune dans la construction de son parcours et qui aboutit à un choix et à la procédure d'admission dans l'enseignement supérieur. Donc peut-être qu'il faut envisager son étalement sur plusieurs années et sa transformation avec un rôle d'orientation aussi. Merci. Et pour l'Uni ? Du coup, sur le calendrier de Parcoursup, c'est un calendrier qui a l'air assez contraint. Donc d'un simple regard, on voit qu'il n'évolue pas par rapport à APB. Juste la date de décision passe de début juin à fin mai. Après sur le reste, ça reste donc un calendrier comme avant, avec des décisions qui vont devoir être prises par les universités dans un temps toujours aussi court qu'avant. Donc avec des étudiants qui vont sûrement s'inscrire encore, qui seront sûrement pas inscrits au mois de septembre, voire au mois d'octobre l'année prochaine. Ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte et on verra ça dès la rentrée, mais le calendrier n'arrangera rien. Toute dernière question, c'est sur l'article 4, sur la contribution. Vous avez répondu en partie, mais sur le montant, etc. Mais on aimerait avoir quelques éléments supplémentaires sur les attentes que vous pourriez avoir sur cette contribution et les finalités. Oui. Sur les attentes sur cette contribution, il s'agit de l'argent des étudiants destiné du coup à des politiques de prévention, à l'accès à la culture, aux infrastructures sportives, à tout ce qui touche à la vie étudiante. L'opérateur collecteur a vocation à être dans le texte le Crous, et c'est un opérateur collecteur, du coup c'est lui qui collecte. Il n'est pas censé être gestionnaire, ou en tout cas certainement pas toute la partie de la cotisation. Nous, il est essentiel que cet argent soit, ça vous paraît une évidence, mais ça n'était pas forcément pour les anciennes cotisations vie étudiante, en tout cas celles qui pouvaient s'apparenter, je pense notamment au fonds FSDIE, de l'argent qui puisse aller à des postes de vie étudiante, d'engagement, d'accès à la culture et aux infrastructures sportives. Et donc, qu'on puisse, organisation étudiante représentative dans les différents établissements, avoir l'œil sur l'utilisation de ces fonds. Sous quelle forme? Est-ce que c'est directement dans les instances concernées dans laquelle on renforcerait la place des étudiants? Est-ce que ce serait une commission à part? Bon, j'ai pas de volonté fixe sur le sujet. En tout cas, il est indispensable qu'on puisse s'assurer de la bonne utilisation de l'argent des étudiants et que ça n'aille pas financer des choses qui n'ont rien à voir avec la vie étudiante, rien à voir avec les questions de prévention. Et donc ça, c'est un élément essentiel. Et on a aussi un doute sur... On nous a dit néanmoins, malgré tout, malgré le fait que l'opérateur collecteur soit le Crous, qui récupérerait quand même une partie de cette cotisation, une petite partie, nous a-t-on dit, le reste irait aux établissements. Quelle partie? On n'a pas de détails et on est dubitatif aussi sur ce sujet-là. Ça ne nous semble pas incohérent que le Crous en récupère un bout, mais
Pour faire quoi? Parce que le Crous a déjà des missions attitrées, qui sont déjà censées être financées par l'État. Ça me semble plus intéressant que ça aille justement dans des outils type FSDIE, type SUAPS, CSU, politique de prévention, etc. etc. Pour aller un peu dans ce sens, effectivement, nous, on sera attentif à ce qu'il y ait une redistribution qui soit plus claire et justement qui soit plus remontée par rapport à ce qu'aujourd'hui on peut voir. Effectivement, on a des fonds FSDIE qui correspondent pas toujours à ce qui est, entre guillemets, payé par les étudiants, mis à disposition pour les associations étudiantes et pour la vie étudiante en général. Mais surtout, nous, une vraie question qui est tout simplement un peu de l'incohérence de cette nouvelle cotisation qui vient reprendre quasiment mot à mot les éléments qui étaient déjà posés dans une ancienne cotisation moins importante, que ce soit la vie étudiante, les services de prépension, la question un peu l'accompagnement sportif, mais qui cette fois-ci voit les prix augmenter et toucher plus d'étudiants, et surtout une vraie incohérence qui est tout simplement que pour un même service, un étudiant, en fonction de nombre d'années d'études universitaires, et là-dessus on rejoint l'UNI, il va devoir payer le double tout simplement pour un même service, alors qu'on le voit très bien, effectivement, on a des jeunes extrêmement précaires et surtout une vraie interrogation sur la pérennité de ce système-là, parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a déjà des établissements universitaires et qui visent tout simplement à essayer de récupérer cet argent pour pouvoir tout simplement économiser de l'argent autre part, tout simplement prendre aujourd'hui ce qu'ils payaient sur les services sportifs, tout simplement prendre l'argent de cette cotisation ou tout simplement renforcer leur système d'orientation à travers ça. Et donc effectivement, ça nous pose tout un tas d'interrogations. Je pense qu'il faut un peu recontextualiser là encore cette contribution vie étudiante. Aujourd'hui, les étudiants n'ont pas tous le même accès au sport du fait des différents frais qui peuvent être engagés, qui sont inégalitaires en fonction des établissements. Et donc, cette contribution, elle vient un petit peu faire comme le système de protection sociale, donner le droit à tous au sport et à la culture, là où ce n'était pas le cas avant, et pour une somme raisonnable en fonction des propositions qui sont faites. Nous, on est attentifs en fait à ce que le résultat de cette contribution soit vraiment accessible à tous les étudiants. Le gros sujet, c'est celui à quelle échelle on va appliquer quelle thématique, par exemple la santé, la culture, le sport. C'est des services qui, s'ils sont mis en place sur un campus, ne seraient pas accessibles par exemple aux étudiants en formation sanitaire et sociale qui sont sur des sites délocalisés, ou des écoles d'architecture qui ne seraient pas sur le même campus, ou des écoles d'ingénieurs. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve ces mêmes problèmes à l'échelle du Crous. Au-delà des services de restauration et logement, les autres services, qu'ils soient interuniversitaires ou du Crous, n'arrivent généralement pas jusqu'à ces étudiants qui ne sont pas sur les campus et sites principaux. Donc ça va être tout l'enjeu en fait, et c'est peut-être un potentiel de cette contribution vie étudiante. Si on met des garanties que les services soient amenés à ces étudiants de sites délocalisés, à tous les étudiants, peut-être que ça pourra un petit peu améliorer la vie étudiante dans ces endroits-là, leur profiter. Et on a un attachement aussi à maintenir le fonds de solidarité des initiatives étudiantes, qui est très important pour soutenir un certain nombre de projets. Et on rejoint aussi les problèmes qui ont été formulés à l'encontre du clientélisme qu'il pourrait y avoir s'il n'y avait pas un cadre suffisant. Et je réjouis d'ailleurs que tu l'aies salué, puisque nous, on est attachés à ces soucis qu'il peut y avoir. Par exemple, la région Rhône-Alpes qui avait lâché 50 000 € à une des sections locales de l'UNI, qui nous a semblé être quelque chose de complètement déconnant et qu'on n'aimerait pas se voir reproduire avec ce nouveau système. Je ne reviendrai pas sur les propos diffamatoires de PDE. Concernant donc la contribution de vie étudiante, j'en ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. Nous proposons tout simplement sa suppression pure et simple, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas eu de discussion avec les acteurs de l'université et de l'enseignement supérieur pendant les concertations sur cette contribution. On nous la sort comme ça d'un coup de baguette magique au moment du projet de loi. Il faut tout simplement supprimer cette contribution étudiante et derrière ouvrir un débat pour pourquoi pas augmenter légèrement les frais d'inscription à l'université qui permettraient de prendre en compte ces actions de prévention, la médecine préventive, le FSDIE, mais surtout aussi, on le dit, la culture et les services sportifs qui aujourd'hui sont totalement délaissés par la plupart des universités, qui sont en train de fermer leurs portes les uns après les autres. Et aussi parce que les universités et l'enseignement supérieur oublient bien trop souvent que tous les étudiants ne sont pas sur les gros campus, ne sont pas dans les grandes villes. Et il y a de nombreux étudiants qui sont sur des délocalisations, qui sont dans des BTS, dans des prépas, qui eux n'ont pas accès à ces services sportifs, ces services culturels. Donc voilà. Je vous remercie. Sur l'ensemble des questions qui vous ont été posées,
Je souhaiterais entendre Mademoiselle Gerder, parce que vous êtes la seule jeune femme à cette tribune et vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre la parole. Vos camarades ne vous l'ont pas donné. Pour nous, c'est important parce que voilà, les étudiantes sont aussi importants que les étudiantes. Merci. Donc sur les sujets qui ont été évoqués, si vous aviez des choses à préciser, ça nous serait bien utile. Merci. J'ai rien à rajouter par rapport aux questions qui ont été posées, mais en revanche, c'est vrai que on voit pas souvent de filles autour de la table, même dans les organisations étudiantes, et c'est important. Donc, merci. Bon, on va vous donner la priorité pour répondre à la question de Madame, voilà, le rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Comme vous le savez, le rapport de la Commission, le rapport pour avis de la Commission des Affaires sociales va porter sur l'article 3 du projet de loi qui met fin au régime délégué pour l'assurance maladie. Donc j'ai quelques questions très rapides, enfin en tout cas je suppose que vous allez mettre des réponses rapides, quitte à ce qu'on se revoie pour approfondir le sujet. Je voudrais savoir quelle est votre appréciation de cette réforme et les conditions de sa mise en œuvre prévues par le gouvernement. Avec la suppression annoncée de la cotisation forfaitaire pour les étudiants, pensez-vous que cela puisse contribuer à une meilleure couverture contre le risque maladie? Comment envisagez-vous la participation de vos organisations étudiantes au sein du dispositif ainsi prévu par la loi? Et plus largement, quels principaux freins identifiez-vous dans l'accès aux soins des étudiants et la prévention en santé? Et quelles sont vos propositions qui vous paraissent de nature à y remédier? Je vous remercie. Alors, on commence par le groupe promotion et défense des étudiants, peut-être? Bon, désolé, c'est moi qui ai étudié ces dossiers, mais en revanche, dans les années à venir, Marie sera encore là, ce sera elle qui prendra la parole Je crois que, vous savez, notre commission est très attentive à ces questions de Vous avez raison. possibilité pour les jeunes femmes de participer pleinement aux instances de nos conseils d'administration, de délibération. On vote des lois pour cela, donc c'est l'occasion de faire passer un petit message. Je crois que mes collègues sont tous d'accord sur ça. Vous avez... Hein, voilà, alors on y va. Sur la question de la sécurité sociale étudiante, il est indéniable qu'il y avait des problèmes liés à la sécurité sociale étudiante, à l'accès aux soins en général des jeunes. On déplore vraiment à Promotion et Défense des étudiants qu'il y a eu un débat pendant des années qui consistait à savoir à qui c'était la faute, plutôt que de résoudre les problèmes. Et il y a des propositions qui étaient faites des deux côtés, beaucoup de lobbies et de jeux politiciens derrière qui... du coup, ont abouti à ce que ça prenne beaucoup de temps. Une issue est souhaitable et voilà, elle a été trouvée. On est très attentif à ce qu'il y ait une démocratie qui soit déployée dans la mise en œuvre des actions de prévention et que les représentants étudiants soient partie intégrante, que les acteurs de terrain, les mutuelles étudiantes comme les associations étudiantes participent à ces actions de prévention. Et on a une inquiétude, en revanche, sur cette démarche qui consiste à revenir sur un service qui a été créé pour et par les étudiants initialement. On pense qu'aujourd'hui, il faut, par exemple, si on va jusqu'au bout de la démarche, avec la même critique de qualité de service, on pourrait les mettre à destination des Crous et revenir carrément sur les Crous. Et pour nous, c'est un véritable danger et qu'il faut, au contraire, réinvestir les services par et pour les étudiants et les réformer si nécessaire, mais peut-être pas revenir sur ces acquis. Et donc, un danger sur le désinvestissement de cette action publique et sur la démarche générale que ça produit. Merci. Alors je chamboule un petit peu l'ordre, c'est voilà pour donner la parole au représentant de l'UNI, puis après l'UNEF et on terminera par la page qui avait commencé sur l'ensemble des autres questions. Alors oui, je vais remettre un petit peu les pieds dans le plat, mais c'est vrai qu'une fois de plus, ce sujet n'a pas été abordé lors des concertations sociales du mois de septembre-octobre. Une fois de plus, j'étais dans le groupe de travail numéro 8 où on devait aborder ce sujet et le ministère nous a gentiment, aux 40 participants du groupe, nous demandé de nous taire sur ce sujet et que ça ferait l'objet d'autres concertations. Et aujourd'hui, on le voit, ça fait partie du projet de loi de supprimer le régime de sécurité sociale étudiant sans qu'on ait pu en discuter avant. Or, on sait que le ministère a reçu certains intervenants et pas tous. Donc aujourd'hui, c'est une inquiétude qui
qui nous caractérise sur la suppression du régime de sécurité sociale étudiant, puisqu'on met sur le dos du régime de sécurité sociale beaucoup de problématiques qui en fait relèvent tout simplement de la sécurité sociale normale, notamment la distribution des cartes vitales. Il faut savoir que quand même la distribution des cartes vitales est obligatoire dès l'âge de 16 ans à chaque jeune. Or, comment se fait-il qu'à l'âge de 18 ans, la plupart des jeunes n'aient toujours pas de carte vitale? Et là, on remet la faute sur le régime de sécurité sociale étudiant. Donc c'est un petit peu gros, la ficelle est un peu grosse, mais c'est la ficelle qui passe le mieux dans les médias et auprès des parents des étudiants. Ensuite, l'autre question, c'est de savoir que la sécurité sociale va devoir absorber le déficit du régime de sécurité sociale étudiant, c'est-à-dire 180 millions d'euros. Et ils vont devoir aussi traiter donc, les dossiers des étudiants. À l'heure actuelle, la LMDE et le réseau Emevia traitent les dossiers étudiants pour à peu près une vingtaine d'euros. Or, la sécurité sociale traite ces dossiers pour un peu plus, donc ils vont devoir absorber cette différence de traitement de dossier. Ensuite, les actions de prévention que faisait donc la sécurité sociale étudiante vont être transférées directement à la sécurité sociale normale. Comment la sécurité sociale va faire pour le mettre en place? Avec quels moyens? C'est toujours la même question. On transfère quelque chose, on promet, enfin le ministère promet de laisser cette action de prévention donc aux sécurités, enfin aux mutuelles étudiantes du coup qui redeviendront mutuelles étudiantes et aux associations étudiantes. Mais la question aussi, c'est de savoir comment rénover les actions de prévention auprès des jeunes. On le voit depuis des années et au contraire même. On met en place de plus en plus de prévention et on a de moins en moins de résultats. Les jeunes sont de moins en moins attentifs à ces actions de prévention. Donc la question aussi à se poser, c'est comment vraiment réussir à toucher les jeunes, comment prendre en compte les meilleures actions de prévention qui touchent les problématiques des jeunes, notamment l'alcool, le tabac, les drogues, toutes les conduites addictives, les problèmes de stress aussi à l'université, notamment voilà, les problématiques on va dire, qui touchent le plus les jeunes. Donc comment les prendre en compte et comment être entendu par les étudiants, c'est la question qui doit être posée et sur laquelle tout le monde doit se mettre à réfléchir, puisqu'aujourd'hui, autant dire qu'on n'a pas de réponse à l'heure actuelle à proposer là-dessus. Il faut vraiment en débattre et essayer de voir avec la majorité des étudiants, essayer d'en discuter aussi avec eux, comment on peut mieux les cibler, mieux les toucher. Et enfin, bien sûr, du coup, les étudiants, avec la fin du régime de sécurité sociale étudiant, devront passer tout simplement sur la sécu normale et devront donc, pour résoudre leurs problèmes, avoir une réponse à leurs questions, passer par la sécurité sociale normale, c'est-à-dire faire la queue pendant des heures et des heures, avoir des non-réponses au téléphone, aller sur Amélie qui ne fonctionne quasiment pas, etc., etc. Donc en fait, on supprime un service qui marchait que sur une jambe au final, puisqu'une jambe était cassée, l'autre fonctionnait plutôt bien. Et au final, on va peut-être se retrouver sur un service qui a 2 jambes cassées. Voilà. Monsieur le représentant de l'UNEF. Excusez-moi. Donc effectivement, nous on était opposés à la suppression du régime étudiant de sécurité sociale, mais juste pour revenir avant d'expliquer un peu pourquoi, sur un élément, c'est que aujourd'hui, on a tendance toujours à dire que finalement, c'est la faute du régime étudiant de sécurité sociale s'il n'y aurait pas assez de prévention faite par rapport aux jeunes. S'il n'y a pas assez de prévention et qu'aujourd'hui, les jeunes ne comprendraient pas l'accès aux soins. Je rappelle un élément un peu bête, mais c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas seulement étudiants. Aujourd'hui, on peut le voir, il y a déjà des jeunes qui sont rattachés au régime général. Et on voit qu'aujourd'hui, ces jeunes, la prévention qui est faite à leur encontre, elle est inexistante. Aujourd'hui, je pense que je pourrais vous demander quel est le dernière activité du régime général de prévention envers les jeunes. Je pense que vous allez avoir des difficultés à pouvoir la trouver. Et pourtant, aujourd'hui, on avait déjà des jeunes qui étaient rattachés au régime général. Donc aujourd'hui, on supprime le régime étudiant de sécurité sociale en prenant des prétextes qui aujourd'hui témoignent plus des problématiques de la sécurité sociale en général. Surtout qu'il ne faut pas oublier un élément, c'est que le régime étudiant, pour le coup, il avait fait le choix de se réformer. Je prends l'exemple un peu de la LMDE avec toutes les casseroles qu'elle a pu avoir, le fait qu'effectivement son activité n'était pas la plus opérationnelle, mais par contre qui a fait le choix de se réformer, et notamment quand on regarde les retours de cette année, de l'année dernière, on voit une qualité de service qui est estimée par des acteurs extérieurs à la LM2 comme supérieure à celle du régime général. Donc on se retrouve quand même avec une situation où on annonce une réforme sans avoir discuté avec les acteurs, et justement c'est très drôle parce que pendant toute la concertation, on a essayé justement de dire qu'aujourd'hui le régime étudiant de sécurité
sécurité sociale, il avait vocation à évoluer et donc que l'ensemble des acteurs étaient d'accord sur le fait qu'il fallait discuter de la suite, un gouvernement qui nous dit non, on discutera plus tard pour nous apprendre par conférence de presse la suppression du régime étudiant de sécurité sociale. Donc effectivement, une question de tout simplement la place des jeunes sur les questions de sécurité sociale qui se pose, surtout un élément un peu bête et méchant, c'est qu'aujourd'hui, on reconnaît aux salariés une place aujourd'hui dans le régime général tout simplement pour pouvoir discuter des actions de prévention. On reconnaît une place entre guillemets à tous les âges de la vie dans le régime général à travers différents conseils pour pouvoir tout simplement impacter un peu le mode de fonctionnement. Par contre, aujourd'hui, on voit que les jeunes, ils ne sont pas représentés. Donc aujourd'hui, on supprime le régime étudiant de sécurité sociale sans nous poser aucune solution de qu'est-ce que ça veut devenir concrètement pour les jeunes. Et surtout, un élément bête et méchant, mais qui est très pragmatique. Aujourd'hui, sur les campus universitaires, il y avait 2 mutuelles, donc l'ALMDE et le réseau Emevia, qui étaient présentes sur les universités pour pouvoir faire de la prévention et pour pouvoir parler du système aujourd'hui de sécurité sociale. Demain, c'est quoi? Demain, c'est qui va expliquer ça aux établissements, sur les établissements universitaires? Est-ce que ça va être des mutuelles, des assurances privées? Et surtout, c'est tout un tas de services. Et juste pour revenir sur les freins qui, à notre avis, et je finis là-dessus... Oui, parce qu'il faut que nous avancions sur les questions. Mais je finis juste là-dessus parce que je pense que c'est quand même particulièrement important, c'est qu'effectivement, il y a des freins. Par exemple, le fait que les jeunes soient obligés d'avancer les frais de santé. Effectivement, ça a un impact concret quand on sait que les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir se financer. Par contre, encore une fois, ce n'est pas la question du régime étudiant de sécurité sociale, c'est la question du tiers payant sur lequel le gouvernement a pris position. Par exemple, sur le fait qu'aujourd'hui, il y ait très peu d'accès aux soins sur les établissements universitaires. Encore une fois, pas un débat sur le régime étudiant de sécurité sociale, mais tout simplement sur les infrastructures et les moyens qu'on met pour pouvoir accéder aux soins. Donc effectivement, on se retrouve avec une réforme qui, de façon très populiste, nous dit que c'est la fin d'un régime, mais par contre, on le voit très concrètement pour les jeunes, c'est le début de nouvelles galères. Monsieur le représentant de la FAGE. Oui. Alors, pour aller assez vite, parce qu'on a déjà abordé le sujet aussi, on a pu un peu avancer là-dessus. Du coup, notamment au début, pour parler bien, on parle d'un étudiant, de l'accompagnement pour les étudiants. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a des parcours fractionnés. On est étudiant salarié, on revient en études. On peut aussi parler du cas des étudiants en santé, qui ont des allers-retours à faire entre le régime de sécurité sociale étudiant et le régime commun. Et il y a des problèmes de transmission de dossiers terribles pour ces étudiants-là qui se retrouvent des mois et des mois durant sans être couverts, sans pouvoir être remboursés. Et ça, c'est ce qu'on a vécu pendant des années à cause des travers du régime de sécurité sociale étudiant. Il faut aussi en parler. Aujourd'hui, que tous les étudiants soient au régime commun, mais au final, ce problème-là disparaît et l'accompagnement sera total et plein et sur la durée. Après, il y a énormément de questions. Également au niveau de la couverture, donc oui, en effet, ça va mieux se passer, on en est persuadé. Et aujourd'hui, quand on dit que la LMDE, par exemple, cette année, a des bons résultats, ben oui, la LMDE, aujourd'hui, le back-office, c'est fait par la CNAM. Donc en effet, là, aujourd'hui, ce qu'on propose, sinon, si on veut garder le RSSE, c'est de dire à un étudiant, vous payez 217 € pour le service de la CNAM. Sauf qu'aujourd'hui, ce que la réforme propose et ce qu'on propose à la FAGE depuis des années, c'est d'être directement rattaché à la CNAM, sans passer par la LMDE, dépenser 217 € pour au final un service géré par le même organisme. Donc au final, ça va dans le bon sens. Après, au niveau d'un meilleur accès aux soins, à la prévention, il y a un sujet global, notamment au niveau de la CNAM. Donc ce qu'on propose et ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une commission qui s'ouvrait où les organisations représentatives étudiantes soient à l'intérieur pour pouvoir discuter notamment de la mise en place de politiques annuelles de prévention. Et en plus que les acteurs de terrain soient mis en avant, soient accompagnés. Et notamment, voilà, on parle beaucoup dans les établissements, mais aujourd'hui on connaît bien les SUMS, donc les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. Ce qu'on demande, c'est aussi que ces SUMS soient transformés en CSU, en centres de santé universitaires, où des soins peuvent être apportés, avec une gamme plus large de professionnels et de spécialistes de santé qui peuvent prescrire, qui peuvent accompagner, qui peuvent soigner directement. C'est ce qu'on demande, la mise en place sur les campus pour un meilleur accompagnement et toujours ce qu'on a déjà abordé, une prévention par les pairs qui sera beaucoup plus utile et beaucoup plus juste par rapport aux besoins des étudiants aujourd'hui, notamment parce que ce dont les mutuelles ne s'étaient pas saisies vraiment, c'est toutes les formes de prévention, pas seulement de la drogue ou de la prévention sexuelle, mais bien notamment à propos des smart drugs, ce genre de choses, où les étudiants sont au courant, savent ce qui se passe, et avec une prévention par les pairs là-dessus, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Et après, concernant l'accompagnement et les mutuelles, il faut oublier que les mutuelles sont privées, et aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y avait une délégation de service public que la LM2 et le réseau Mévia devaient, ou en tout cas les étudiants étaient obligés de prendre une mutuelle chez eux. Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Donc au final, là-dessus, les mutuelles restent privées. Après, en effet, il faut qu'il y ait un accompagnement. C'est un public particulier.
qu'on doit cibler parce qu'il y a des problématiques bien précises et différentes. Donc là-dessus, on demande tout simplement voilà, des acteurs de terrain soient mis dedans, les organisations étudiantes au niveau de la CNAM, au niveau national, qui participent à la création. Et voilà, au final, ce sera une réelle simplification du régime avec l'entrée de tous les étudiants dans le régime commun au fil des années. Et ça permettra une meilleure distribution tant au niveau des soins, du remboursement et aussi distribution de cartes vitales. Et quand on dit que c'est le déplacer le problème, au final, on dit aujourd'hui, s'ils vont à la CNAM, ils vont devoir faire des heures d'attente, ne pas avoir de réponse au téléphone. C'est exactement ce qui se passait et je vous appelle à regarder tout simplement les précédentes enquêtes qui étaient menées là-dessus, où on voyait le nombre d'heures d'attente au téléphone pour avoir une réponse ou le nombre de mois pour traiter des dossiers. Donc au final, c'est quelque chose qui va améliorer la santé des étudiants et ce qui est intimement lié à la réussite dans les études. Merci. Alors, je me tourne vers mes collègues. Pardonnez-moi, Madame le rapporteur, avez-vous terminé vos questions? Bon. Je me tourne vers mes collègues. Est-ce qu'il y a des collègues qui souhaitent poser des questions complémentaires? Alors, Monsieur Ouzoulia. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, chers amis étudiants, vous devriez écouter nos débats en commission parce que vous apercevrez que nous sommes beaucoup plus synthétiques et on gagne un temps précieux et l'essentiel est dit. Donc heureusement qu'on ne vous a pas imposé les contraintes de temps auxquelles nous soumettons. Parce que ça aurait été très dur pour vous. Juste rappeler un petit point quand même historique, c'est que le baccalauréat, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur qui donne accès à l'université. Donc il y a une sélection aujourd'hui pour entrer à l'université, ça s'appelle le baccalauréat. Hein, je crois qu'il faudrait se rappeler, parce que même si c'est un diplôme qui a 2 siècles d'existence, sa fonction est toujours celle-là. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le tirage au sort est illégal. Parfaitement illégal, parce que quand on a le baccalauréat, on a l'accès direct à l'université. Je fais juste un parallèle, c'est comme si vous aviez votre permis de conduire et ensuite, pour rentrer dans la voiture, on vous demanderait de vous soumettre à un tirage au sort. C'est exactement la même chose. Quand on donne un droit, on ne peut pas le limiter par ailleurs. Donc le tirage au sort est parfaitement illégal. Ensuite, moi j'aimerais vous dire que bien que le principe de base soit historiquement respecté, vous savez bien qu'il y a 50% des étudiants aujourd'hui qui vont dans des filières qui sont soumises à une sélection. Donc il n'y a plus que par rapport à la théorie que la moitié des étudiants qui bénéficient de l'entrée directe à l'université par le biais du baccalauréat. Donc déjà on raisonne sur un échantillon qui a été divisé par 2. Ensuite, moi j'aimerais que vous reveniez sur vos prises de position en faveur de cette réforme par rapport au texte lui-même. Et le texte lui-même, il dit grosso modo 3 choses. Il y a le oui, il y a le oui si, vous en avez parlé. Et puis après, il y a une formule que je vais vous relire. Hein. Je ne fais pas d'explication de texte. Hein. Moi, j'enseigne aussi à l'université, donc vous ne me preniez pas sur ma position par rapport à vous. Le texte dit, c'est la pastille 7, lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil. Ça veut dire qu'on va donner par cet article la possibilité pleine et entière au chef d'établissement de choisir les modalités de sa sélection. Je vous ferai remarquer que ça n'interdit pas le tirage au sort. Hein? Donc le tirage au sort qui est aujourd'hui interdit par le biais de cette loi, il pourrait être réintroduit par le biais de cette disposition. Je vous fais simplement remarquer ça. Hein, c'est tout. Donc, moi, j'aimerais que vous nous disiez que par rapport au pouvoir exorbitant donné aux chefs d'établissement dans des universités qui sont autonomes, comme vous le savez, vous êtes d'accord avec cette réforme? Bien, je vais prendre l'ensemble des questions, si vous le voulez bien. Donc, Madame Robert, Monsieur Paco, demandez la parole. Allons-y. Oui, merci à toutes et à tous. Alors, on va parvenir sur à la fois le constat actuel et puis dans l'examen de la réforme, les zones de vigilance qu'on a, les réserves, notamment sur la temporalité, sur les modalités de mise en œuvre. On travaille là-dessus et c'est vrai que ce sont des questions de toute façon qu'on essaiera de traiter pendant l'examen du PJL.
une petite question précise sur les attendus, parce qu'il y a quand même des éléments nouveaux. Et c'est vrai que la question de ces attendus, de cette année de remise à niveau est quand même une vraie question. Donc moi, j'ai 2 sous-questions à vous poser. J'ai entendu de la part de la FAGE, et je suis aussi votre position, que ces attendus doivent être dans un cadre national. Je pense que la ministre, d'ailleurs, à la question qu'on lui avait posée, a répondu positivement. Pour autant, ces attendus, on le voit d'ailleurs sur les filières en tension, et notamment STAPS, hein, ils sont assez complexes quand même. Hein. Ils sont connus des bacheliers. Et quand vous rentrez, ils vont être connus. Si le jeune veut donc faire STAPS, il aura connaissance, je pense, hein, de ce que on lui demandera comme attendu. Ça pose plein de questions pendant cette année de terminale. Est-ce qu'il aura la faculté, la possibilité de se préparer ou pas? C'est-à-dire que vous imaginez que même par rapport à cela, il y a presque une année de préparation à des attendus qui seront demandés pendant cette année de terminale. Donc ça c'est une question. La deuxième, c'est qu'il pourra faire, après s'il a une remise à niveau, du coup, 2 ans, vous voyez, cette année ou 1 an. Est-ce que vous pensez que ce serait judicieux de lui donner la possibilité, s'il veut le faire en 1 an, avec la première année, de le faire, s'il s'engage à le faire, ou si cette année un peu, alors c'est pas propédeutique, c'est une année, est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment utile, au sens, en tant qu'année? Vous voyez, moi je peux imaginer que je m'engage à me mettre à niveau, par rapport à... Mais j'ai envie de le faire en 1 an, parce que moi j'ai envie de faire ma licence en 3 ans et non pas en 4 ans, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, il y a des petites zones d'ombre là-dessus, donc c'est un sujet. Et puis, la deuxième question rapide, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais ce qui est normal, des filières sélectives, IUT, BTS. Que pensez-vous du souhait, par exemple, de passer... d'avoir des DUT en 3 ans? Parce qu'après, on va parvenir sur les IUT qui ont un taux de réussite aujourd'hui extrêmement important, hein, parce que c'est 97% de réussite, sachant que 15% finalement arrêtent au bout de 2 ans et que le reste va aller continuer en licence. Donc voilà, c'est une question aussi sur ces autres filières, et singulièrement en plus par rapport à l'accès des bacheliers techno et professionnels. Merci Madame Robert. Notez bien les questions, hein, car je prends l'ensemble des questions. Monsieur Paco. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, jeunes gens, je serai conforme aux vœux du professeur Ouzoulias. Ma question sera concise et précise. J'aborde un seul sujet qui a été abordé par un seul d'entre vous, par Monsieur Diarra, c'est la fin du critère géographique. Alors j'ai une question toute bête. Alors c'est encore très théorique, mais d'après vous, quels vont être les avantages et les inconvénients de cette mesure? Très bien. Et moi, alors, pardon, Madame Blondin, allez-y. Donc, merci à vous. Je suis très heureuse de vous avoir entendu parler de la médecine préventive. C'est quelque chose qui était véritablement oublié depuis quelque temps et qui n'était pas très, très active. J'espère qu'elle va le redevenir à condition qu'il y ait des professionnels, c'est-à-dire des médecins, pour l'assurer. Je n'ai pas le temps de vous demander la situation actuelle dans vos établissements. Je crains qu'elle ne soit pas très florissante. J'aurais voulu savoir si dans les établissements que vous fréquentez maintenant ou dans vos syndicats, vous avez eu connaissance de services spécifiques, insertion professionnelle et orientation, qui fonctionnent, c'est-à-dire qui accompagnent déjà dans les lycées et qui permettent d'assurer justement cet accompagnement lors de la première année de licence et qui, justement, assure de fait déjà des préconisations et des recommandations qui sont dans la loi, dans le projet de loi. Et avez-vous évoqué au cours de vos concertations
la place des étudiants en situation de handicap. Merci. Merci, chers collègues. Je terminerai juste par une question qui pourra peut-être d'ailleurs vous servir de conclusion. Quel est, selon vous, le rôle de l'enseignement supérieur? Quel doit-il être? Quel doit-il être, en réalité? Alors, je recommence par monsieur le représentant de l'UNI. Oui, alors, du coup, pour répondre sur la première question, donc sur si on peut mettre à niveau en même temps sur la L1 et en même temps faire le parcours pédagogique renforcé, il peut y avoir une réponse oui, ça se fait déjà par exemple à Assas où ils ont créé un parcours réussite qui permet aux étudiants les plus fragiles d'avoir un soutien, des cours en plus, des TD en plus leur permettant de réussir, et ce parcours réussite a d'excellents résultats. Et à côté, il y a le parcours normal et un parcours d'excellence pour les étudiants qui réussissent le mieux. Donc oui, d'un certain côté, on peut mettre en place ce type de parcours et faire sa L1 en même temps qu'un parcours renforcé. De l'autre côté, cela n'est pas possible pour tous les étudiants, puisqu'il faut reconnaître, il faut dire la vérité, tous les étudiants n'ont pas le niveau, même avec la meilleure orientation, même avec le meilleur accompagnement du monde, tous les étudiants ne pourront pas réussir, même si on leur met 40 heures de TD en plus par semaine. Cela ne veut pas dire qu'ils réussiront. Donc de notre côté, non, il y a aussi une possibilité que des étudiants ne réussissent pas, même en ne faisant pas leur L1 en même temps que leur parcours pédagogique. Donc voilà. Sur la question, donc les avantages et les inconvénients de la suppression du caractère géographique, ça peut être un avantage dans la mesure où certains étudiants ont, après leur bac, une envie de mobilité, une envie d'aller dans une autre université, une envie de quitter leur foyer, ce qui peut être compréhensible à l'âge de 18 ans. Donc ça peut être un avantage de ce côté-ci, et en plus le fait de mettre en place aussi une aide à la mobilité voilà, est encourageant pour ces étudiants-là. L'inconvénient, ça peut être notamment, comme ça a été évoqué, sur la région parisienne, où du coup la suppression de ce caractère géographique va poser un problème sur les étudiants, les futurs étudiants de la région parisienne, qui vont devoir peut-être se battre pour obtenir une place dans l'université à côté de chez eux. Et aussi l'inconvénient, c'est aussi peut-être des étudiants qui ne sont pas prêts à décohabiter aussi, qui vont sauter sur l'occasion pour décohabiter et on le voit aujourd'hui, pour avoir été élu dans les conseils d'administration du Crous, où on traite les aides financières et les aides d'urgence auprès des étudiants. De nombreux étudiants se retrouvent en difficulté financière, non pas parce qu'ils sont dans une situation financière précaire, mais parce qu'ils ne savent pas gérer leur budget. Et donc, c'est un inconvénient qui peut être aujourd'hui aussi signalé, c'est le fait de se retrouver loin de leur foyer avec des moyens un peu supplémentaires, peut les amener aussi à avoir des dépenses supplémentaires, une mauvaise gestion de leur budget, et voilà. Ensuite, donc, sur les services d'orientation qui fonctionnent. Écoutez, pour les services d'orientation qui fonctionnent au sein des lycées, c'est assez rare d'en voir des efficients, et c'est souvent des conseillers d'orientation qui sont présents 2 demi-journées par semaine sur des lycées de 1500 élèves. Ce sont des CIO qui sont perdus dans une ville, dans une petite rue que personne ne connaît, où on tombe sur des étagères poussiéreuses avec des piles de documentation et de bouquins qui sont plus intéressants les uns que les autres. Non, le service d'orientation au lycée sont totalement inefficients. Et sur l'université, depuis 2007, chaque université a l'obligation d'avoir un service d'orientation et d'insertion professionnelle. Or, on le voit 10 ans après, malheureusement, ces services ne peuvent traiter que 5 à 12% des demandes des étudiants. 12%, c'est les services universitaires qui ont le plus de moyens, qui sont les plus efficaces. Donc, on le voit, on est très loin des demandes et des réponses auprès des étudiants. 12%, c'est très très peu, et quand c'est les plus efficaces. Enfin, sur le rôle de l'enseignement supérieur, tout simplement, l'enseignement supérieur est là pour nous préparer à notre future vie professionnelle. Elle est là pour préparer à un métier, elle est là pour préparer une formation professionnelle, elle est là pour permettre d'avoir des diplômes de qualité, avoir une reconnaissance sur le marché de l'emploi. Elle n'est pas là juste pour apporter une culture générale. Même si, bien sûr, elle doit favoriser cet apport de culture générale, cet apport d'ouverture d'esprit, mais ce n'est pas son but premier. Son but premier est de former, de préparer au marché de l'emploi et d'insérer professionnellement les jeunes, de les préparer à leur vie professionnelle. Merci.
Alors, je vous donne la parole à la suite. Sur la question du positionnement par rapport à la réforme et le texte de loi, qui sont effectivement, nous on partage complètement l'avis que vous avez formulé. Merci pour cette question et puis cette formulation. Effectivement, cet alinéa de l'article 1 sur les capacités d'accueil nous pose problème et effectivement un énorme, il y a un fossé entre le discours sur l'ensemble de la réforme qu'on aurait soutenu dans les choses qui étaient proposées et le texte de loi en l'état, qui va effectivement en fait permettre quelque chose qui n'est absolument pas formalisé, mais laisser le chef d'établissement pratiquer la démarche qu'il le souhaite. Donc absolument pas formalisé pour le moment. Sur les attendus, effectivement, il faut un minimum de cadrage national pour maintenir une égalité entre les différents territoires, qui d'ailleurs est mise à mal par un certain nombre de dispositifs, notamment au niveau des financements aujourd'hui, des fenêtres d'attractivité donc il faut garder un cadrage national pour essayer de combattre un peu ce phénomène. Sur la remise à niveau, elle est forcément utile, notamment dans le cas mais il ne faut pas les stigmatiser. Mais on sait par exemple pour le cas des bacheliers professionnels qu'ils ont des difficultés de réussite, notamment en licence générale. Donc il faudra forcément une remise à niveau pour ces étudiants dont on voit qu'ils n'ont pas les attendus, donc des difficultés. C'est à ça que pour nous servent les attendus, c'est à faire un bilan supplémentaire au bac, mais le bac en théorie devrait faire ça, afin de pouvoir donner l'accompagnement pédagogique nécessaire à la réussite dans cette logique positive. Sur les filières sélectives, effectivement, merci beaucoup d'avoir posé ce sujet de filières sélectives, filières non sélectives. Il faudrait qu'on puisse voir à long terme un modèle peut-être un peu plus lisible que celui qu'il y a actuellement. Nous, l'algorithme qu'on proposait autour de critères pédagogiques permettait à moyen terme de sortir de la sélection à l'entrée des BTS et des IUT. Je vous ferai parvenir notre contribution sur le sujet parce que j'ai pas le temps de le détailler. Voilà. Sur le sujet du DUT en 3 ans, on a l'inquiétude que ça rende le système encore plus illisible dans le sens où ça viendrait faire de la concurrence aux licences professionnelles notamment. Mais bon, le projet qu'il y a derrière mérite peut-être d'être étudié. On n'a pas encore complètement pris position là-dessus. Sur la fin du critère géographique, il y a en fait la question qu'il y a derrière, c'est il faut regarder par quoi est financé l'enseignement supérieur et les études aujourd'hui. Il y a une partie très importante de l'État, il y a une partie des foyers aussi. Et en fait, la question, elle est là. Il y a que pour permettre justement de séparer ce critère géographique et une plus large décohabitation, il faudrait donner ensuite la capacité d'autonomie et de décohabitation aux jeunes. Et c'est aujourd'hui ce qui, on pense, ne permet pas cette fin du critère géographique. Et c'était une sorte d'optimisation. Au final, c'est d'essayer de proposer une formation à proximité du lieu de vie, puisqu'aujourd'hui, tout étudiant n'a pas le moyen d'accéder à la mobilité. Et l'aide à la mobilité qui est proposée aujourd'hui, c'est ponctuel, donc ce n'est pas forcément les moyens de l'autonomie. En ce qui concerne la médecine préventive, alors il y avait beaucoup de choses qui étaient promises dans le plan national de vie étudiante du quinquennat Hollande. On se désole qu'il ait été que partiellement mis en place. Et notamment, il y a un grand sujet, si vous pouvez le faire porter, c'est celui de la refonte de la visite médicale en visite préventive à l'université qui devrait être travaillée depuis longtemps. Donc voilà, on est disponible pour travailler sur ce sujet s'il le faut. Sur les services d'orientation, est-ce que c'est un problème de fonctionnement ou pas ? Nous, on voit surtout que c'est un problème de logique qu'a pris l'orientation sur ces dernières années. L'orientation, le besoin d'orientation, c'est un consensus, mais on a des services et des dispositifs qui sont accessibles et non pas amenés et délivrés à l'ensemble des jeunes. Et c'est ça principalement le souci. Donc effectivement, on peut avoir des rendez-vous d'orientation, ça peut bien marcher. En revanche, le souci, c'est que déjà, les personnes qui ont recours à ces dispositifs, c'est généralement pas ceux qui en ont le plus besoin. Il y a peut-être un phénomène d'autocensure, de mauvaises informations. Mais voilà, et c'est pour ça que notamment, nous, dans notre vision d'une nouvelle plateforme, d'un nouvel accès à l'enseignement supérieur, il doit y avoir un passage obligé d'orientation, entre guillemets, où on pose les questions et on donne les moyens d'orientation à tous les jeunes. Et ce qui pose le sujet, mais je crois que c'est prévu par la réforme, du pilotage de l'action d'orientation à l'échelle, là en l'occurrence académique, où on va faire en sorte que partout il y ait des étudiants ambassadeurs, des échanges entre le SUP et le SCO. C'est une question de pilotage pour nous, plus. Et enfin, sur la vision de l'enseignement supérieur, merci de poser cette question, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on a dit
à la ministre, avant d'avoir cette réforme, qu'il aurait fallu avoir cette discussion sur quelle stratégie pour l'enseignement supérieur et quelle vision de l'enseignement supérieur, puisque visiblement elle n'a pas l'air de soutenir la stratégie nationale de l'enseignement supérieur qui avait été établie précédemment. Et en fait, je m'excuse de vous interrompre, c'est pas tout à fait le sens de ma question. C'est je vais y quel répondre est après. pour vous, quel doit être Bien sûr, pour bien vous sûr. le rôle de l'enseignement supérieur? J'allais y venir, mais du coup on avait posé exactement cette question. Enfin, en tout cas, on disait qu'il fallait avoir ce débat avant cette réforme, malheureusement, pour déterminer du coup à qui on donne accès. C'est en fonction du rôle qu'on donne à l'enseignement supérieur, l'accès est forcément différent. Pour nous, c'est l'acquisition des savoirs, savoir-faire, savoir-être qui permettent à non seulement l'épanouissement du jeune qui participe, mais ensuite la création de projets, donc oui, professionnels, mais pas que. Et on aimerait un peu sortir de cette logique d'insertion professionnelle, même si ça en fait partie, parce que la logique d'insertion professionnelle qu'on a dans l'enseignement supérieur a tendance à véhiculer la notion de on obtient un diplôme et des qualifications pour être salarié d'une entreprise, alors que en fait, pour nous, c'est pour être à même de construire ces projets, de développer ces projets. Bien entendu, il y a d'autres missions à l'enseignement supérieur, et la démarche académique de l'enseignement supérieur, pour nous, est essentielle aussi. Alors pas pour l'ensemble des étudiants. En revanche, on a une majorité d'étudiants qui souhaitent avoir une démarche professionnelle et de construction de projets personnels, plus peut-être. Voilà. Votre voisine partage? Tout à fait. Sur cette question, ça aurait été bien de vous entendre aussi. Bien. Monsieur le représentant de l'UNEF. Alors, pour essayer de répondre un peu aux questions dans l'ordre, alors déjà sur la contrainte dans le temps, effectivement, on n'a pas des discussions régulières, d'où le fait que chacun d'entre nous essaie de s'étendre pour gagner le plus de temps possible pour poser tous nos éléments. Mais plus sérieusement, effectivement, sur ce que vous disiez sur votre article, il y a un élément qui est très concret, c'est que aujourd'hui, par exemple, on a une région, si je ne me trompe pas, c'est l'Aquitaine, qui propose aux établissements un nouveau système d'algorithmes pour pouvoir traiter tous ces dossiers. Donc effectivement, on a une réforme qui dit qu'on essaie de sortir d'APB, d'un algorithme illisible en tant que tel, sauf que comme on n'a pas les moyens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les établissements universitaires sont en train de regarder comment ils vont pouvoir essayer d'éviter de trier tous ces dossiers, parce qu'effectivement, quand on va avoir des milliers de dossiers avec quasiment aucun personnel qui, en plus, pendant cette période-là de l'année, il faut se le rappeler, seront en train de corriger des copies d'examen, bah effectivement, ils essayent de trouver des solutions en catimini pour pouvoir essayer de gérer tout ça. Donc effectivement, c'est une réforme qui va mettre en place de la sélection, mais en plus, laisse quand même beaucoup de désarroi sur les établissements universitaires sur la question ne serait-ce que de la mise en place en tant que telle. Et surtout, pour prendre un peu une formule, c'est une réforme qui parle de dernier mot aux étudiants, mais c'est un peu comme si on allait voir un magicien qui nous dit de trier n'importe quelle carte dans son jeu, et au moment où on va toucher une carte, il nous dit non, pas celle-là, vous avez le droit seulement de toucher celle-là, et encore, sinon vous pouvez sortir. Donc effectivement, c'est une situation un peu compliquée, dire aujourd'hui qu'on a le dernier mot, quand effectivement, on a le choix de retourner la carte qui nous a été donnée, ou de partir parce que finalement, on ne jouerait pas le jeu. Deuxième un peu question, c'est sur les attendus, le cadrage national. Alors effectivement, on a la ministre qui pose un cadrage, qui veut poser un cadrage national, et des établissements qui, derrière, pourraient essayer d'aller un peu plus loin, de définir un peu plus précisément. Alors, de la façon la plus objective possible, quand on a une règle nationale qui dit vous devez prendre en compte tel ou tel critère, mais effectivement, à vous de voir quel critère selon vous est le plus important, à vous de voir si vous voulez aller plus loin que ces critères-là, bah, globalement, cette règle nationale, elle n'est pas très contraignante pour un établissement, et surtout, même quand on regarde un peu les premiers attendus tels qu'ils sont posés, je prends l'exemple de STAPS, quand par exemple, on dit tout simplement que il faut peut-être prendre en compte le fait que les étudiants, ils ont leur BAFA, bah, c'est oublier par exemple que le BAFA, ça coûte cher dans le portefeuille d'un étudiant. C'est des centaines d'euros pour pouvoir ne serait-ce que passer cette épreuve. Quand par exemple on dit qu'on doit prendre en compte le fait qu'un étudiant il puisse être inscrit régulièrement dans un club de sport ou avoir une activité sportive de haut niveau, bah, effectivement c'est oublier par exemple que bah, effectivement faire tout ça c'est quand même très connoté socialement. Et je prends un exemple un peu bête des prérequis qui étaient posés l'année dernière, alors de façon illégale évidemment à l'époque, mais quand par exemple on dit qu'il faut qu'un jeune il ait réussi à avoir un galop 5 pour pouvoir rentrer dans cette filière, c'est oublier que pour pouvoir passer toutes ces épreuves de cheval, bah, effectivement il faut de l'argent et du temps, et malheureusement tout le monde n'a pas la possibilité pour pouvoir rentrer dans cette option de STAPS. Donc effectivement des attendus qui sont beaucoup aujourd'hui très flous, et surtout qui aujourd'hui ne sont pas très contraignants, donc des établissements qui vont pouvoir chacun un peu définir selon leurs propres critères en reprenant un peu les éléments nationaux tels qu'ils sont posés. Le deuxième petit truc par rapport à ça, sur notamment... Je m'excuse, je vous interromps.
vous demander de synthétiser vraiment parce que l'heure tourne, cette salle doit être après. Je vais essayer d'être libérée. plus synthétique Voilà, et d'aller que très vite. chacun puisse avoir à peu près le même temps de parole. Mais et vous pouvoir répondre inquiétez pas, à c'est l'ensemble juste des que questions. effectivement. Merci beaucoup. Mais bon, mais donc pour revenir sur la question par exemple de la situation géographique, pour dire effectivement il y a un avantage, c'est qu'il pourra favoriser la mobilité. Par contre, ça a beaucoup de désavantages. De façon très concrète, c'est une mobilité forcée qui va être imposée à tout un tas de jeunes sans avoir les moyens de pouvoir la vivre. Et surtout, c'est une inégalité territoriale entre les établissements universitaires qui va être renforcée. Je prends un exemple un peu bête. Quand on est un étudiant sur Saint-Étienne et par exemple qu'on a la possibilité d'aller sur Lyon, qui est une université un peu plus reconnue, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va demander plus Lyon que Saint-Étienne. Et effectivement, c'est ce qui va se passer un peu à l'échelle de la France, où on le sait très bien, les universités qui sont vues comme étant les plus connotées, on va avoir les étudiants les plus attractifs et les autres, entre guillemets, les étudiants les moins bons. Et donc effectivement, un système d'université à deux vitesses qui vont se poser. Alors je vais pas tout répondre parce que effectivement je suis un peu long, mais juste pour revenir sur un dernier petit point sur la question des filières sélectives avant de parler du rôle de l'enseignement supérieur. Effectivement, nous on a de grandes interrogations parce qu'aujourd'hui on le voit, créer un DUT en 3 ans, aujourd'hui personne n'est capable d'expliquer c'est quoi l'objectif de ce DUT en 3 ans. Est-ce que c'est un objectif d'insertion professionnelle parce que le marché du travail a besoin d'avoir un DUT en 3 ans? Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, les bacs pro, les licences pro répondent déjà plus ou moins à cet objectif. Est-ce que l'objectif c'est de sortir du système aujourd'hui avec d'une part les IUT qui seraient plus professionnalisants et les universités un peu moins? Toujours pas. Donc effectivement, une situation où on crée un nouveau diplôme, par contre on ne sait pas pourquoi, ni vraiment quel va être l'impact économique pour ces jeunes. Et dernier point sur le rôle de l'enseignement supérieur, nous on pense qu'effectivement l'enseignement supérieur il remplit tout un tas d'objectifs qui à notre sens pour l'instant sont un peu oubliés, mais totalement l'idée d'émancipation intellectuelle et culturelle des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'enseignement supérieur il ne forme pas juste à obtenir un métier, un emploi déterminé, mais il sert aussi un jeune tout simplement à pouvoir apprendre, à pouvoir se former. Et je prends un exemple un peu bête pour illustrer cette situation, c'est qu'aujourd'hui même quand un jeune par exemple il échoue ou du moins il se réoriente en première année, ce qu'on voit, c'est que pour tout un tas de jeunes, c'est pas forcément un échec. C'est-à-dire qu'effectivement, de façon matérielle, il ne valide pas son année. Par contre, pour tout un tas de jeunes, parce que ça lui permet de pouvoir préciser autrement son parcours professionnel, parce que ça lui permet de voir aussi ce que c'est l'enseignement supérieur, c'est aussi se construire. Je prends un exemple un peu en termes comparatifs. Je vais vraiment vous demander de conclure parce que le temps coule et il faut que je puisse conclure. Merci. Mais juste pour finir là-dessus, donc pour nous, l'objectif de l'enseignement supérieur, c'est de construire son projet de vie, son projet d'études et son projet d'insertion professionnelle sur le long terme. Et aujourd'hui, cette réforme, elle ne répond pas à cet objectif. Merci monsieur. Alors notre dernier intervenant et après nous. Merci beaucoup. Donc je vais faire vite pour répondre à un maximum de choses et profiter du peu de temps qu'il me reste pour répondre à tout ça. Sur la première question et notamment par rapport aux filières sélectives, au fait que le bac soit l'accès à l'enseignement supérieur, c'est le cas, c'est ce qu'on a défendu. Il existait déjà un prérequis à l'entrée dans l'enseignement supérieur, c'est le baccalauréat. Après, voilà, sur le fait aussi que cette réforme amène la sélection, change totalement. Je tiens juste à lire cette phrase de la loi actuelle. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en fonction du domicile, de la situation familiale du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la loi, il n'y a pas marqué « toute sélection est interdite quand on excède les capacités d'accueil ». Il faut aussi l'avoir en tête et il faut se dire que peut-être c'était pas le sujet qui touchait la majorité des personnes et c'était pas quelque chose qui intéressait la majorité des gens de la société parce qu'on parlait pas que de tous les étudiants, on parlait uniquement des étudiants STAPS et pour beaucoup d'étudiants sport. Mais ça fait 5-6 ans qu'on se mobilise à la FAGE avec notre fédération des étudiants STAPS parce que ça fait 6 ans que les étudiants STAPS sont sélectionnés à l'entrée de l'université, ils sont tirés au sort. Et là-dessus, on était peut-être bien les seuls à se battre depuis le début contre ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. On n'arrive pas, on débarque pas de nulle part. Cette situation, on la connaissait, et en fait, elle était tout autant inacceptable, et aujourd'hui, on ne prône pas une sélection à l'entrée des filières en tension. Nous, tout ce qu'on demande, c'est bien une augmentation des places, d'être capacité d'accueillir tous les étudiants qui le souhaitent, parce que c'est bien là le rôle, et je reviendrai à la fin, le rôle de l'enseignement supérieur en France. Concernant les attendus, bien sûr, on est pour un cadrage national et c'est très, très important. Concernant notamment la filière STAPS, dont on a beaucoup discuté, mais très rapidement, enfin, notamment au niveau des propositions d'avoir un BAFA ou d'avoir une licence sportive avant, on trouve ça tout aussi inacceptable parce qu'en effet, avoir un BAFA, c'est beaucoup d'argent pour un étudiant. Pas tous les étudiants peuvent se le permettre et on ne voudrait pas que ce soit un aspect financier qui puisse permettre d'accéder à des études. Après, ce ne sont pas les propositions ni du gouvernement ni qui seront appliquées, c'est les propositions de la C3D, donc de la conférence des doyens directeurs des établissements des UFR STAPS.
Donc ça n'a rien encore de légal ni d'instauré. Ce sont des propositions contre lesquelles on se bat notamment. Après, au niveau de l'année facultative, enfin, qui pourrait être imposée, notre position à la base, c'était bien que cette année-là, de ce dédoublement et de cette licence en 4 ans, soit facultatif, uniquement proposé, pas imposé à certains étudiants. Après, voilà, tout le but, c'est de construire un contrat pédagogique, de construire avec l'étudiant son parcours pour l'amener vers la réussite et non pas le plomber. C'est bien ça le but et ce pourquoi on va se battre. Donc si ça doit être fait en 4 ans, parce que oui, il y a 95% d'échecs pour des bacheliers professionnels en licence générale, si cette année supplémentaire validante, où il pourra valider déjà des crédits ECTS pour son année, la mettre en avant d'intégrer et de continuer sa licence, si ça peut l'amener vers la réussite, on sera pour et on travaillera dessus pour que ça accompagne, aide les étudiants. Au niveau de la médecine préventive, j'en ai déjà discuté, donc je passerai là-dessus. Au niveau des services d'insertion pro, et ça pose bien une question plus générale, c'est aussi en final un service qui doit aller dans les lycées. Donc j'ai déjà vu moi aussi quelques services qui allaient dans les lycées, qui allaient prendre les lycéens pour leur expliquer tout ce qui existait. Mais après, l'intérêt, c'est aussi que cette orientation et cet accompagnement continuent après le bac, une fois à l'entrée à l'université. Ça, il faut qu'on le pousse, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Quand on parle du bac-3, bac+3, c'est aussi au niveau de l'orientation. Il faut un accompagnement global pour l'étudiant, pour le réorienter, mais aussi pour lui expliquer tout ce qui existe dans l'enseignement supérieur, une fois qu'il y est. Au niveau de la place des étudiants handicapés, c'est très important. On travaille notamment avec la FEDEH, la fédération qui représente les étudiants en situation de handicap, où on a sorti un livre blanc ensemble à ce sujet-là, justement, pour leur permettre un accès total à l'enseignement supérieur et un accompagnement qui leur est nécessaire. Et au final, voilà, sur le rôle de l'enseignement supérieur, au final, oui, l'émancipation, c'est un mot qui nous paraît très important. C'est bien là le rôle de l'université, mais c'est un rôle global, social et sociétal. On ne va pas renier le fait que oui, l'université a une mission aussi d'insertion professionnelle, puisqu'aujourd'hui, si on veut parler d'émancipation et de personnes qui sont dans la société, qui peuvent s'investir, au final, on voit que les jeunes, c'est la catégorie la plus touchée par le chômage aujourd'hui. En France, 25% des jeunes sont au chômage. Et le moyen le plus efficace aujourd'hui de lutter contre le chômage, c'est d'avoir un diplôme. Donc oui, l'université a aussi ce rôle-là d'accompagner. Et si on veut amener vers l'émancipation, accompagner pour qu'ils puissent développer des projets, la qualification est aussi nécessaire. Mais cependant, voilà, c'est un réel rôle sociétal, notamment à travers la recherche. Il ne faut pas l'oublier, l'enseignement supérieur, il y a aussi la recherche. Quand on parle du FR, c'est l'unité de formation et de recherche. Ça doit accompagner pour une société qui apprend, une société de la connaissance. Et le rôle de l'enseignement supérieur n'est pas à réduire, mais à augmenter. Il faut des moyens pour ça. Mais ce qui est important, c'est accompagner les jeunes, accompagner la société, un rôle global. Et il faut tous les jours qu'on travaille à ce sujet-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci mademoiselle, merci messieurs de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Pour nous, c'était très important de vous entendre, chacun dans votre diversité, vous exprimer sur un sujet qui nous tient à cœur. Monsieur le rapporteur, vous auriez un mot à dire en conclusion ? Non, je crois que c'était important de vous entendre, comme le dit la présidente, parce que la voix des étudiants doit être respectée, comme la voix des autres interlocuteurs. Mais je crois que vous êtes les premiers, en tout cas, concernés. Merci à vous. Voilà pour cette audition d'organisation étudiante autour du plan étudiant annoncé en octobre dernier. Cela après 3 mois de concertation. Le projet de loi prévoit notamment la fin du tirage au sort. Reste à savoir si le système finalement retenu sera de l'ordre de la sélection. Je rappelle que le texte prévoit également le rattachement des étudiants au régime général de la sécurité sociale pour leur garantir la même qualité d'accès aux soins que l'ensemble de la population. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.